Nous avons l'immense plaisir d'accueillir deux autrices qui nous proposent des récits de femmes courageuses. Ce sont, chez Sarah Perrin, donc entre Chêne et Louvre, et chez Frédéric Rémy, Femmes courage, entre meurtre et naufrage, deux récits très différents, mais qui donnent à lire. C'est des femmes qui sont soumises à la violence des éléments, les naufrages, les tempêtes, la violence du peu de droit aussi, et de ce que vous avez appelé aussi la mort qui rôde, puisqu'il faut apprendre à vivre avec. Et donc cette violence qui les met à terre et qui les oblige à toutes les formes de résilience possibles. Donc violence des éléments, des tempêtes, des naufrages, du rapport à leur homme aussi, des rapports familiaux. Et puis chez vous, Sarah Perrin, c'est un récit autobiographique sur la spirale des violences qui sont vécues depuis le début de l'adolescence. Alors ce que vous appelez des violences ordinaires et partagées, spirale parce que violence physique, violence verbale, violence sexuelle et un récit qui nous donne à la fois à ressentir et à comprendre les mécanismes de cette violence et le chemin justement de la résilience et la difficulté, la nécessité de trouver ce chemin-là. Alors, comment, à quel moment de bascule, à quel point peut-être la goutte de trop ou peut-être le moment de résilience, à quel moment est-ce qu'on décide d'écrire? Alors je vais commencer avec vous, Sarah Perrin. À quel moment est-ce qu'on décide d'écrire cette histoire-là? Il n'y a pas forcément eu de déclic. J'écris depuis toujours et j'ai toujours écrit sur ce que je vivais, sur ce que je traversais. Quand j'étais enfant, j'arrivais à écrire plein de récits imaginaires et à partir de l'adolescence, j'ai réussi à écrire sur autre chose que ce que je traversais. Donc je pense que c'était nécessaire pour réussir justement à comprendre ce que je vivais. Mais j'écrivais jusqu'à présent pour moi et en fait quand j'ai commencé à écrire l'été dernier, je ne pensais pas que ce récit serait publié, en tout cas pas aussi vite. Et j'ai commencé à écrire dans un café et le soir même j'ai vu une amie à moi qui m'a dit de lui lire ce que j'avais écrit. Donc je lui ai lu les 20 premières pages et c'est cette amie, Soléa Vargas, que je salue, qui m'a dit que je tenais quelque chose et qu'il fallait que je continue. Et donc ça s'est écrit assez rapidement, mais en fait je pensais écrire pour moi et en fait j'écrivais aussi pour les autres. Donc je pense que ce déclic il est venu des autres, justement il est venu de ma première lectrice. Magnifique, ce premier regard d'amitié qui va déclencher, qui va encourager toute la suite de l'écriture. Et puis vous écrivez pour les femmes, puisque ce récit de femme à un moment où vous écrivez justement la première fois que j'ai compris ce que ça voulait dire que d'être une femme. Il y a cette interrogation permanente dans votre récit sur ce déploiement de qualificatifs et de caractéristiques et d'interrogations de ce que c'est que d'être femme. Alors dans un chemin souvent douloureux, dont on sent pour vous, dans cette dimension autobiographique, et puis douloureux parce que ça vient toucher aussi le lecteur, la lectrice. Donc, à la fois donc, cette écriture qui a toujours été là pour vous et qui à un moment trouve une autre voie vers la lumière finalement, puisque la publication est une forme il s'agit de mettre en lumière aussi cette compréhension-là de ce chemin. Et puis, chez vous, Frédéric Rémy, on est davantage dans un héritage, dans une lignée familiale, puisque vous êtes l'arrière-petite-fille, je crois, d'Amélie, qui est une de ces 4 femmes courage, femme exceptionnelle sur l'île de Foura,
Foura, voilà, sur la presqu'île de Foura, non loin d'ici. Et donc, ces 4 femmes qui vont symboliser les femmes de marins, oui, les femmes de marins, les veuves souvent, qui perdent leur homme, qui perdent leur fils. Et là aussi, c'est une reconstitution de la généalogie un peu historique, très historique, extrêmement documentée de ce qui s'est passé. Alors, pareil pour vous, voilà, qu'est-ce qui a déclenché ce besoin, peut-être, à un moment d'écrire, de reconstituer? Alors, comme Sarah, l'écriture était en moi depuis que j'étais toute petite. Quand j'étais petite, j'écrivais en me cachant sous les couvertures, espérant que ma maman ne me verrait pas. Voilà, et je faisais déjà des petits romans, des petites choses comme ça. Puis après, j'ai écrit des journaux pour moi, enfin voilà, une page de vie. Mais quand je suis arrivée à la retraite, je me suis dit qu'il y avait eu une histoire qui m'avait particulièrement touchée. C'était celle que me racontait mon grand-père quand il me prenait sur ses genoux quand j'étais petite. Et il me racontait l'histoire de sa propre grand-mère qui s'appelait Amélie Fillon. Et cette femme, elle avait eu un destin extraordinaire, peu ordinaire. C'était une héroïne ordinaire quelque part. Et je voulais savoir ce qui s'était passé pour mes enfants par rapport à la mémoire transgénérationnelle. Parce que je me disais que c'était un lourd héritage et je voulais comprendre pour pas que ça pèse sur eux. Et ce qui était à l'origine pour un témoignage familial, une compréhension familiale, je me suis dit, mais j'ai découvert trop de choses. J'avais trouvé toute l'histoire de Foura, d'un village, d'une vie sociétale de l'époque, de 4 femmes dont la résilience avait été extraordinaire. Et je me suis dit, il faut que je le partage avec le plus grand nombre. Voilà. Et donc, c'est ce qui était en définitive que pour le côté familial est devenu un livre, et un livre qui a été suivi d'un second, tellement le lecteur avait à cœur de savoir ce qui se passait après. Oui, parce que ces femmes-là, ces 4 femmes, dont Amélie, votre arrière-grand-mère, elles viennent incarner, en fait, elles viennent incarner cette résilience, à la fois ces destins tragiques, mais la possibilité parce que les femmes se relevaient à cette époque et avaient une vie telle qu'elles n'avaient pas tellement le choix. Soit elles s'écroulaient, soit elles faisaient face. Et donc, moi, mes héroïnes ordinaires ont fait face. Donc, c'était Magdeleine. Magdeleine avait 2 belles filles, Maria et Amélie, mon arrière-arrière-grand-mère. Et l'amie de la famille, c'était Anne Pessiot. Donc, il y a toujours des descendants Pessiot à Foura, donc ceux qui ont le petit train touristique, par exemple. Et cette vie à Foura, c'était une vie de pêche, de pêcheurs. Il faut imaginer que le village, à l'époque, avait une centaine d'unités de pêche, 270 marins. Et peu à peu, tout ça a été remplacé par le tourisme, par les baigneurs, comme on disait dans le temps, par les beignets souples en patois. Et ça, c'était vraiment cette histoire que j'ai toute façonnée et que j'ai eu envie de transmettre. Oui, et puis ces femmes du 19e siècle, elles viennent aussi nous dire des choses à nous, femmes du 21e siècle. À un moment, vous écrivez, alors là, elles, ce sont Marie-Anne, Amélie et Magdeleine, et ce sont aussi tant d'autres, ce sont des femmes dont la vie était synonyme de labeur, vivant avec la mort qui rôdait partout, et surtout chez les pauvres. Ça, c'est vrai, c'est aussi une autre dimension. Et ce sont ces femmes sans lesquelles nous ne serions pas là. Ces femmes d'une autre époque, avec une autre vie, d'autres codes. Et donc cette conscience aussi de ce passé pour aller ensuite avancer vers une redéfinition de ce que c'est que d'être femme. Ça, c'est aussi... ça vient les familles lettrées aussi. Les familles lettrées, absolument. Ils étaient confrontés à cette montée des bains de mer, donc c'était des gens qui arrivaient avec des belles robes, de l'aisance, des casinos, qui allaient danser. Et ces femmes-là allaient au bout de la presqu'île de Foura, pêcher avec des paniers hyper lourds, avec des ânes. On disait qu'à Foura, il y avait plus d'ânes que d'habitants. Et c'était toute une force qu'elles avaient en elles sans réfléchir. En fait, c'est ça. Voilà. Le mot qui les caractérise, c'est force. Et je me tourne vers vous, Sarah Perrin,
dans ce chemin-là, dans votre récit autobiographique, quelle est, selon vous, la force qui a permis de pouvoir toujours continuer? En quoi Sarah, qui est puisqu'on est sur ce récit autobiographique, à un moment, elle entrevoit une lumière, par exemple, dans la reprise d'études, quand elle intègre Sciences Po, puis qu'elle change d'environnement. Est-ce que, par exemple, une des variations dans un des chemins et des ouvertures dans sa vie, c'est le changement d'environnement, ou la possibilité de faire des études? On parlait de l'illettrisme à un moment, c'est-à-dire qu'à un moment de pouvoir vraiment justement passer à la compréhension, peut-être passer du ressenti à la compréhension. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà les déterminismes sociaux. Moi, j'ai un doctorat en sociologie, donc j'ai un regard assez structurel sur les choses. Et si j'avais grandi dans une famille qui ne parlait pas français, où il n'y avait aucun accès à la littérature, probablement que j'aurais pas du tout le même parcours de vie. Donc j'ai quand même des privilèges de base qui font que j'ai été protégée quand même par certains aspects. J'ai été très inspirée par Édouard Louis. Lui, il a une trajectoire beaucoup plus surprenante que la mienne quand même si dans ma famille, quasiment personne n'a fait d'études, etc. Mais il n'empêche qu'il y avait un accès à l'éducation, il y avait un accès à la littérature, que l'école était importante pour mes parents. Donc j'ai un parcours d'ascension sociale comparé au milieu d'où je viens, mais beaucoup moins que quelqu'un comme Édouard Louis. Donc il y a déjà des éléments dont je ne suis pas du tout responsable, des privilèges de classe, des privilèges de race, etc. Et puis après... le changement d'environnement, je ne sais pas, parce que, comme quand même beaucoup de personnes qui sont passées d'un milieu social à un autre, je suis toujours dans un entre-deux, c'est-à-dire que je ne me reconnais pas dans le milieu dans lequel je suis arrivée, mais je ne me reconnais pas non plus dans le milieu d'où je viens. Il y a beaucoup d'ego aussi quand même, c'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, bon, je pense que j'ai les capacités de réussir, mais il serait temps d'avoir les diplômes qui attestent de cette capacité-là, d'où Sciences Po, d'où la thèse, etc. Donc tout n'est pas honorable dans ces choix, on est aussi sur des sursauts en fait. Et puis après oui, il y a la volonté de s'en sortir, et finalement j'ai aussi fait des choix sur la base du milieu dans lequel j'ai vécu, c'est-à-dire que j'ai fait une thèse sur les femmes et les drogues, j'ai orienté tous mes travaux de recherche sur le genre, sur les stupéfiants, etc. Donc j'ai pris là où j'avais de la matière, là où j'avais un accès au terrain, pour essayer d'en faire quelque chose qui m'extirpait justement de ce milieu de vie-là. Donc voilà, je pense qu'on peut le résumer comme ça, par des choses de mon fait et d'autres beaucoup moins quand même. Et c'est ça en fait, à un moment quand vous parlez de ce clair-obscur, de cet entre-deux, justement, est-ce que ce titre-là, Entre Chien et Loup, il vous est venu tout de suite? Parce que cette dimension-là de clair-obscur, elle est flagrante à chaque page. Oui, j'avais le titre avant d'avoir le livre. Entre Chien et Loup, c'est une expression qui désigne le moment entre la tombée du jour et le crépuscule. C'est un bon moment dans une journée, c'est rare de savoir le saisir. Ça renvoie aussi à l'insulte dont peuvent souvent faire l'objet les femmes, sale chienne, etc. Donc une insulte sexiste. Ça renvoie aussi à cette dichotomie entre l'animal domestique et le prédateur, et le fait qu'on est sans cesse renvoyé en tant que femme ou minorité de genre plus largement à l'un ou à l'autre. Soit on est chassé, soit on doit chasser, et j'essaie de dire qu'en fait on est souvent les deux à la fois. Et puis ça renvoie aussi à une métaphore qu'il y a dans tout le livre, avec cette idée d'un aigle qui menace la trajectoire de cette femme, de chaque femme. Et cet aigle, c'est le fait d'être condamné en tant que pute, le fait d'être condamné en tant que chienne, le fait d'être ramené à une sexualisation qui serait subie et non choisie. Et donc la chienne comme la loupe, c'est des animaux très terrestres. Et qui ne peuvent pas échapper du coup à ce qui les surplombe. Et puis quand j'écrivais déjà adolescente, je tenais un blog, puisque je suis née juste avant les années 2000, donc j'avais un blog, qui s'appelait Entre Chien et Loup. Et ça m'a paru pertinent au vu du propos féministe de l'ouvrage, de féminiser cette expression. Donc voilà, et je pense que je fonctionne un peu comme ça, j'ai le titre du tome 2 avant de l'avoir écrit, donc je pense
je pense que ça va se passer comme ça. Et c'est vrai que ce sont justement les dernières paroles, hein, enfin les derniers mots de votre récit, parce que, qui est marqué par toute cette métaphore de l'aigle qui rôde, comme la mort rôde d'ailleurs aussi dans le ciel au-dessus de Fouras. Vous dites: je réalisais que j'avais dévoré l'aigle un soir de pleine lune, entouré de ma meute. Ça, c'est quasiment, ce sont les derniers mots du livre. Donc là, on voit ce chemin de résilience. Le temps est évidemment beaucoup trop court pour nous pour pouvoir explorer vos deux récits. Femme Courage, qui porte si bien son nom, puisque vraiment on est empli de ce qu'endurent ces femmes et du chemin pour se relever de ça. Et puis un chemin de transmission aussi, puisque c'est arrivé justement de génération en génération jusqu'à vous, et après pour un chemin vers la lumière. Nous sommes obligés de clôturer cet entretien. Je vous remercie vraiment toutes les deux. J'ai eu beaucoup de moments extrêmement émouvants à vous lire, et en même temps aussi très percutants. Donc ce sont des livres très puissants par la lignée familiale qui viennent toucher par l'expérience vécue et la réflexion sur ce que c'est que d'être une femme. En tout cas, je vous conseille vraiment de lire ces livres. En dédicace. Vous trouvez en dédicace. Et exactement. Frédéric et Sarah seront en dédicace juste derrière. Bravo. Qui se sentent fragiles, il ne faut jamais oublier qu'en chaque femme sommeille une ferme courage. Oui.